Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Cinefiles pour une nouvelle présentation d'un vieux film. Cette fois-ci on revient un peu en arrière après Venom. Je vais vous proposer La Proie Nue, The Naked Prey, qui est sorti en 1965, produit, réalisé et interprété par Cornel Wilde. De ce que j'ai lu sur internet, ça reprenait une poursuite entre un trappeur John Colter et des Indiens dans le Wyoming au début du XVIIIe siècle. C'est un film qui a coûté 900 000 $ d'après IMDb. Ce n'est pas un gros spectacle, mais il en a sous le capot pendant 1h36. C'est une poursuite. Ça commence par un contexte assez simple. Un guide de safari encadre un groupe de chasseurs peu scrupuleux, tellement peu scrupuleux qu'ils refusent de donner des présents d'usage aux guerriers d'un village dans la savane d'Afrique. Et ces derniers, outrés de ce scandale, les attrapent pour les mettre à mort dans des tortures affreuses. Et le dernier, au guide du safari, il lui réserve un sort tout à fait particulier. Ils le mettent en pagne avec un petit couteau et une longueur d'avance avant de se lancer à sa poursuite. Et cet homme, ce guide, devient la proie nue, The Naked Prey. Oh là là, c'est un film concept. C'est un film de chasse, un film de survie. C'est un film qui a été conseillé par Gaspard Noé dans une vidéo où il arpentait les couloirs d'un vidéoclub et pointait du doigt les films qu'il avait bien aimés et montrait les jaquettes, et il a parlé de La Proie Nue. Ce qui m'a vendu le film, c'est qu'il a dit que c'était le premier film qui montrait du cannibalisme, et ça, tout d'un coup, ça m'a intrigué parce que moi je croyais que c'était tout simplement le dernier monde cannibale. Et en fait non, donc moi ça m'a tout de suite interrogé et j'ai souhaité en savoir davantage en regardant le film. C'est une vidéo aussi qui va vous révéler tout ce qui se passe dans le film, donc je vous invite à voir le film et à après revenir si le cœur vous en dit. Nommé aux Oscars de 1967 dans la catégorie meilleur scénario original, alors que dans le film il n'y a qu'une poignée de dialogues, eh bien c'est plutôt étrange, mais c'est un film qui adopte une narration particulière parce qu'elle se fait par la perspective de l'homme chassé, uniquement, celle du blanc. Le setup est des plus basiques, vraiment le plus basique qu'on puisse imaginer, c'est-à-dire que c'est quasiment un prétexte, parce que c'est rushé. Le prétexte est très vite lancé lors d'une scène complètement conne, avec un blanc buté. Il ne comprend pas les enjeux et n'écoute pas celui qui connaît les coutumes, le guide bien sûr. Et l'attaque du camp des Blancs arrive à la 11e minute, c'est très très tôt, et à la 20e minute, eh bien, la proie nue est déjà lâchée dans la savane. Donc tout se presse dès les 20 premières minutes, et après on a, en grosso merdo, 1h10 de poursuite. Et ça c'est plutôt un point positif. Alors bon, ce n'est pas forcément... Les 20 premières minutes ne sont pas forcément les minutes les plus écrites, mais il y a un travail après sur l'agonie du personnage, son environnement, son interaction avec l'environnement et sa survie personnelle, à travers des scènes d'adaptation dans la savane. La scène du village est par contre plutôt impressionnante, il y a beaucoup de figurants, elle me fait penser à celle de Zulu ou de Zululand, je sais jamais, entre ces deux films, je sais jamais lequel est lequel. Je sais que dans un de ces deux films, donc je crois que de mémoire ce sont des films de Sea Field, c'est du cinéma britannique, c'est vraiment des très bons films, hein, Zulu et Zululand. Je sais pas si Sea Field a fait les deux, mais je sais qu'il y en a un qui est de Sea Field, donc je vous invite à voir Zulu pour le coup aussi, par extension. À un moment ou un autre, je pense que je ferai des critiques de ces deux films, mais ça ne presse pas, hein. Dans un des deux films Zulu, il y a une scène de village qui est très similaire où on a les danses, beaucoup de personnes qui se regroupent autour du chef. Il y a beaucoup de figurants là dans cette scène dans The Naked Prey. Les châtiments sont assez horribles entre lapidation, on met un mec en face d'un cobra et on empêche le cobra d'aller autre part que sur le mec. Alors, c'est assez affreux. Et il y a
une scène qui est très troublante, c'est qu'on essaye de mettre du... Moi, je croyais que c'était du caca, mais à mon avis, ça doit être autre chose, sur un gars pour carrément le bloquer, en fait, et après, on le fait rôtir. Donc, c'est une première évocation du cannibalisme. Ce n'est pas direct, puisqu'on ne voit pas les gens le bouffer, mais par contre, on voit cette idée, vous savez, d'avoir un mec sur un piquet et après de le faire tourner au-dessus du feu. Vous voyez ces images qu'on retrouve avec une pomme dans la bouche, vous voyez cette image du cannibalisme, eh bien dans cette scène-ci, c'est presque ça, quoi. Le mec est pané, en fait. C'est un homme pané, c'est comme le poisson. Vous voyez ce que je veux dire? Il est pané, voilà, c'est ça, j'arrivais pas à trouver le terme. Le mec a littéralement été pané par le village et après il tourne comme ça, c'est assez horrible, c'est un plan très bref mais ça c'est choquant et je pense que les Anglais ont dû cutter ça parce que bien sûr il y a des versions différentes, hein, bien sûr donc voilà, il y a l'évocation du cannibalisme. Le film prend son temps à partir de là, quand la chasse est lancée, là le film prend beaucoup plus son temps et évoque d'autres films, des films antérieurs et postérieurs. Quand vous le voyez, vous imaginez que les chasses du comte Tsarov de Ernest B. Schoedsack, bien sûr, je crois que c'est celui qui a fait King Kong, donc le King Kong des années 30, il me semble que c'est ça, ça vous évoque bien sûr ce film-là où il y a quelqu'un qui invite des gens et finalement ces gens se retrouvent poursuivis dans une chasse à l'homme, littéralement, c'est ça, une chasse à l'homme. Et bien sûr, ça vous évoquera aussi beaucoup un film beaucoup plus récent de Mel Gibson, Apocalypto. Des scènes sont vraiment calées, je trouve, sur Apocalypto. La scène où voilà, on lance des javelots pour essayer de tuer la personne et tout ça, je trouve que c'est assez similaire à cette idée de poursuite qui prend une ampleur importante dans le récit. Après, on pourrait aussi évoquer éventuellement une influence sur le film sorti 10 années plus tard, Le Dernier Monde Cannibale de Ruggero Deodato, donc je le prononce très mal, j'en suis désolé, qui date de 1977 et donc la proie nue serait un espèce de pivot influencé et en même temps influenceur, mais pas forcément retenu dans l'esprit des spectateurs. Et c'est avec grande surprise que j'ai découvert le film et ses qualités, et j'ai découvert aussi qu'il n'était pas si reconnu comme ça par les gens, préférant bien sûr l'aspect plus graphique, plus spectaculaire des films de cannibales italiens que plutôt ce film américain. Donc même si le cannibalisme n'est pas au centre de la proie nue bien sûr, mais l'aspect de survie en milieu naturel, ce qui est aussi le cas de pas mal je trouve de Cannibal Holocaust, puisque dans Cannibal Holocaust les mecs vont jusqu'à tuer des animaux en direct pour manger. Ici, on n'en est pas loin. Il y a 2-3 aspects un peu violents quand même vis-à-vis des animaux. J'entends par là des trucs avec des éléphants. Mais le film ne s'arrête pas là, il va dresser d'autres portraits, celui d'une Afrique qui est, j'allais dire drainée, c'est pas ça, mais qui est dépossédée de ses habitants par des trafiquants d'esclaves. Il y a beaucoup de cruauté dans le film. Et cette scène-là est particulièrement cruelle. On joue bien sûr sur les enfants qui se font enlever, les adultes aussi, par d'autres noirs. Ça c'est terrible, c'est que les trafiquants d'esclaves ont une armée de noirs qui sont après contraints à attaquer et à emprisonner d'autres noirs qui eux sont en tribu, tranquilles, enfin ils ont leur petite vie quoi. Et enfin c'est terrible en fait de voir tes semblables habillés comme des blancs qui essaient de t'attacher et tout ça. Donc vraiment cette scène elle est très très cruelle et lui je trouve ça excellent, donc The Naked Prey, Cornell. Donc il n'a pas de nom dans le film, hein. Il va essayer de semer la zizanie comme il peut, alors qu'il est toujours poursuivi par les chasseurs de l'autre tribu, hein, et ça c'est excellent. Et les chasseurs, eh bien ils voient ce qu'il essaye de faire, il essaye de sauver le village, de faire ce qu'il peut en fait pour sauver les gens. Il est un peu limité, mais bon. Et je trouve qu'à ce moment-là, quand on a le plan sur les chasseurs qui le regardent, eh bien il y a une sorte de respect.
ils se disent que finalement ce mec-là, c'est pas juste un enculé, c'est un mec qui veut essayer de faire le bien autour de lui comme il peut. En tout cas, de pas rester, insensible et inactif face à la violence. Ce que font les chasseurs, pour le coup. Les chasseurs restent derrière leurs buissons et leurs rochers et ne vont pas aider justement la proie nue à essayer de sauver quelqu'un, quoi. Alors que la proie nue arrive quand même à sauver une personne, à sauver une petite fille qui allait se faire embarquer par les trafiquants. Donc là, je trouve que c'est aussi quelque chose au-delà de simplement la survie, c'est aussi quelqu'un qui, même dans l'adversité, arrive toujours à trouver de l'humanité et essayer de faire en sorte que même s'il a des choses plus grandes que lui qui s'abattent sur ses épaules, eh bien, il va quand même prendre le temps pour s'occuper des autres. C'est pas forcément bien dit ce que je dis, mais vous voyez l'idée. Vraiment, cette scène a une saveur particulière et donne une amplitude plus importante au récit que simplement un poursuivant et un poursuivi. On montre la vie dans la savane, la chasse des fauves par exemple, mais aussi de l'homme et de la tribu. C'est entre la beauté des environnements, même des créatures que nous voyons, et la brutalité de la jungle. En Afrique, tout le monde chasse tout le monde. Les babouins font peur aux fauves, par exemple. Il y a une séquence où il y a un babouin qui fait peur à un fauve. Je ne sais plus quel fauve, je ne sais pas si c'est une lionne ou une guépard, je ne me rappelle plus. Je crois que c'était un animal à taches, il me semble. Ou un serpent qui mord un homme et un homme qui mange un serpent. On a un large éventail de la loi de l'être le plus fort qui domine la chaîne alimentaire et qui ponctue régulièrement l'épisode de la survie. Pendant 1h10, je vous disais qu'il y a eu de la course-poursuite. Et bien, pendant cette course-poursuite, nous avons précisément des moments de survie et des moments de vie dans la savane, dans le milieu désertique et aussi un petit peu dans la forêt, si on peut appeler ça une forêt, plus un léger sous-bois, je devrais dire. La fin se termine quand même un petit peu en queue de poisson. Le film est un peu surprenant à ce niveau-là, c'est que ça se termine, on espère qu'il va survivre et que les gens du camp vont le reconnaître parce qu'ils sont en train de s'installer autour de lui avec leurs fusils et j'ai presque l'impression qu'ils le prennent pour quelqu'un d'autre que le guide. Après, il suffirait de communiquer avec eux pour se rendre compte qu'il ne s'agit pas d'un sauvage. Mais le film Vraiment, c'est... Broum, ça se termine, blam, il n'y a pas de mots, c'est presque comme s'ils avaient plus de pellicule, ça donne cette impression-là. On a un plan qui fait écho d'ailleurs au premier plan. Le premier plan, on les voit sortir du fort, avec où il y a les soldats et tout ça. Et là, on a un plan presque la même valeur de cadre, où le mec se voit entouré de soldats, comme s'il le mettait en joue. C'est là que j'ai eu une légère appréhension, mais le film se termine comme ça, bam, the end, ok, bon, d'accord, c'est terminé. Quand j'ai vu le film, je n'ai pas pu m'empêcher de faire un rapport très simple avec le film dont je vous parlais quand j'ai évoqué L'ombre et la proie. J'ai fait une critique de L'ombre et la proie, et dans ce film-là, j'ai évoqué Les aventuriers du Kilimandjaro. Donc c'est un film des années 50, il me semble, dans lequel nous avons une séquence qui se passe dans un village qui met en avant le rapport avec les indigènes. Dans ce film-ci, Les aventuriers du Kilimandjaro, l'homme blanc est bien supérieur et fait passer la science, par exemple des jumelles, pour un tour de passe-passe, pour impressionner le chef, en prenant vraiment le chef et les indigènes, les noirs, pour des idiots, faut dire ce qui est quand même un petit peu fort de café, mais il y a vraiment presque un mépris dans l'élaboration de ce film par rapport aux tribus, parce qu'ils n'ont pas accès à cette science, donc pour eux c'est de la magie. On utilise la science pour faire croire à de la magie, voilà. Et donc il y a vraiment une supériorité écrasante, ne serait-ce que par l'attitude que le héros adopte face au chef, qui pour moi a une attitude de domination écrasante et presque de racisme, montrer que l'autre en face n'est pas si fort en fait, et que l'homme blanc est tout écrasant, qu'il a toutes les valeurs nécessaires pour dominer l'autre. Et je trouve que c'est beaucoup trop mis en avant dans Les aventuriers du Kilimandjaro par rapport à ici, où on a
des blancs qui sont absolument pas sereins. Même le guide, il sait pas trop où il ne dit rien justement pour pas créer davantage de troubles, mais on réduit beaucoup l'homme blanc, complètement coincé dans ce monde qui est beaucoup trop grand pour lui. On pourrait d'ailleurs facilement tomber dans le cliché du chasseur blanc contre les méchants noirs, mais le film ne donne pas l'impression qu'il rabaisse l'indigène. Les indigènes sont autant des ignorants sauvages que les blancs venus pour le safari qui ne comprennent pas les coutumes et en fait qui n'en ont rien à foutre, et c'est en cela qu'on pourrait dire que les blancs sont aussi des sauvages plutôt que les noirs dans le film. Par exemple, on a le tribut qui est pour la tribu, l'offrande qui est plutôt, semble-t-il, une tradition pour passer sur le territoire de la tribu africaine. Et si ça ne se passe pas comme ça, eh bien il y a un prix à payer qui est lourd, une attaque. La tribu ne fait que perpétrer une tradition, donc on ne peut pas les considérer comme des sauvages. En termes de sauvagerie, le blanc, le chef blanc du groupe, pas le guide, le chef de l'expédition, eh bien, il est sacrément cliché. Il y a une prétention de l'homme occidental, le blanc, qui veut faire sa loi dans un monde qui n'est pas le sien. Donc il y a une idée, je pense, de mal considérer l'autre, alors que le héros, lui, il sait, le guide, il sait qu'il faut pas les faire chier, et il le dit d'ailleurs au chef de l'expédition, mec, il n'en a rien à foutre. Et ça, c'est une attitude de sauvage aussi, c'est ne pas écouter l'autre, bien sûr, c'est devenir wild, vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est vraiment ne pas écouter justement l'avis des autres, c'est son instinct, c'est l'autre il me fait chier, alors je vais le faire chier, je vais pas faire ce qu'il faut. Donc voilà, vraiment, dans ce film-là, par rapport aux aventuriers du Kilimandjaro, où on voit très bien que l'homme blanc veut dominer la nature et il y arrive, eh bien dans ce film-là, l'homme blanc n'a pas sa place en Afrique, et même s'il fait des ravages, il va le payer tôt ou tard. Donc il y a un revirement, je trouve, dans ce film-là qui est plus naturel, plus nuancé. Je vous parlais d'humanité avant, c'est aussi le cas. Il y a beaucoup plus de choses en termes de scénario qui font plaisir et qui rendent le danger, les intentions du récit, les enjeux plus appréciables. Il donne plus de l'intérêt pour le spectateur, à mon avis. La tribu n'est pas totalement stéréotypée, ils sont touchés par leur mort. Quand on voit le cadavre d'un des chasseurs qui a été tué par l'homme blanc, eh bien les autres, ils ont envie de l'enterrer ou ils ont envie de le ramener carrément jusqu'au village, et c'est pas la porte à côté. Donc c'est amusant de voir que tout d'un coup, ces chasseurs auxquels on ne comprend rien parce qu'il n'y a pas les sous-titres, eh bien ils ont quand même une individualité, au point justement que ça peut même leur faire poser des problèmes, parce qu'il y en a un qui veut revenir au village parce qu'il voit que ça sert à rien de chasser ce gars qu'on n'arrive jamais à attraper, et l'autre qui veut continuer parce que son honneur est bafoué et il se sentirait tellement honteux de revenir au village sans l'homme blanc qu'il veut continuer jusqu'au bout. Donc voilà, il y a des individualités qui se forment dans le film. C'est l'idée vraiment que le chef des chasseurs veut que tout le monde marche au pas, que personne n'ait de l'individualité, et il y a certains chasseurs qui commencent à mettre en cause cette façon de penser. Donc vraiment, il y a quelque chose de très humain, de très organique dans la façon de faire, parce que tout simplement, on n'a pas de sous-titres. Et donc, on doit le faire aussi avec la gestuelle. Alors, c'est un peu particulier parce qu'on souhaiterait quand même comprendre un peu ce qui se passe, mais je n'ai pas trouvé de sous-titres et je ne sais pas s'il en existe. Ce qui rend d'ailleurs le lecteur du film beaucoup plus attentif, puisqu'il faut bien regarder la gestuelle, le regard de la personne, l'intonation avec laquelle elle va délivrer la phrase incompréhensible pour comprendre en fait qu'est-ce que l'enjeu de la scène. Je parle d'organique, mais eux aussi doivent boire et manger, donc on les montre aussi en train de boire et manger et avoir des problèmes justement par rapport à ça, voire même avoir plus de facilité par rapport à l'homme qui a lui du mal, le guide, lui il a du mal à trouver sa nourriture. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui sont vraiment intéressantes à ce niveau-là. Bien sûr, il y a aussi le respect dans l'adversité entre le chef et l'homme, le guide. Je vais l'appeler l'homme blanc, ce sera plus clair, je pense. Donc un respect qui se manifeste à la fin, pas forcément un respect pur, mais une idée de tu nous as eu cette fois-ci, mais la prochaine fois on va pas te louper, quoi. C'est un peu l'idée qu'on a dans cette idée de revanche, en fait, qu'on a dans un très bon film aussi,
Jeremiah Johnson, qui date de 70, 72, je sais plus, mais des années 70, de Sidney Pollack. C'est un super film avec Robert Redford qui joue un trappeur qui apprend tout sur le tas dans les montagnes, et bien sûr il y a des Indiens et tout ça. Alors c'est un super film, hein. C'est vraiment un super film, et là-dedans je crois qu'à la fin on a aussi un regard, mais vraiment à la toute fin du film on a un regard de Jeremiah et d'un Indien qui évoque toute l'adversité du film dans ce regard et dans cette réciprocité du regard, dans ce chant contre chant. Voilà, il y a quelque chose comme ça dans le film aussi. C'est un peu mis à l'emporte-pièce. C'est ce que je vous disais, la fin, elle est rushée et elle se termine de façon super abrupte. Donc ça donne moins d'impact au regard, à ce dernier regard, mais il y est quand même, et je trouvais que c'était un rapport qu'on pouvait faire assez facilement. D'ailleurs, je ne suis pas le seul à l'avoir fait. Il y a pas mal de gens dans les textes anglais qui ont rapproché ce regard de celui de Jeremiah Johnson. Cornel Wilde, eh bien, je l'avais vu dans un film de Cecil B. 2000 sous le plus grand chapiteau du monde. Il jouait un trapéziste. C'est un acteur qui avait la cinquantaine à peu près quand il a fait le film, et ce n'est pas du tout un mec de 30 ans qu'on aurait typiquement aujourd'hui pour ce genre de production, donc c'est un mec déjà âgé, et pourtant je peux vous dire qu'il est athlétique, le mec, hein. Il a un corps bien comme il faut, hein. Bon, vous savez, c'est pas les corps bodybuildés qu'on a dans les films aujourd'hui, mais c'est un corps qui peut être endurant, et c'est un corps mais qui en peut plus. Oh, le mec il est cassé dans certains plans. Dans le film, c'est amusant, on l'appelle l'homme, même si à un moment il est, je crois, nommé Larry dans un des dialogues au début du film. Je l'ai vu sans sous-titres, hein, comme je vous le disais. Le fait qu'il soit seul et souvent mis seul autour de son environnement lui redonne une impression préhistorique, une figure un peu mythologique, puisqu'il va affronter toutes sortes d'éléments, toutes sortes de créatures et de situations. C'est un peu le représentant de nous tous contre l'adversité. Il y a un plan d'ailleurs qui montre cet aspect mythologique. C'est à la toute fin du film, quand on a l'homme qui n'en peut plus et qui se couche par terre, et on a un des guerriers qui va s'apprêter à lui lancer un javelot. Eh bien, dans la perspective du plan, on a le héros au premier plan de la composition, mais vraiment au premier plan, hein. Le lanceur de javelot, il est tout au fond du plan, et donc on a l'impression qu'il est tout minuscule et qu'il est en train de marcher sur la poitrine du mec. C'est un visuel que vous retrouverez si vous tapez The Naked Place sur Google Images. C'est un visuel assez fort, et ça donne un aspect mythologique. Ça donne un aspect un peu ridicule. Je veux dire par là que la signification, la composition est un peu forcée pour donner cet effet, mais par contre c'est diablement efficace. Alors là, pour le coup, c'est l'homme blanc qui domine. Alors là, c'est sûr. Mais on a cette espèce de petits pygmées comme ça dans la composition. C'est super amusant à voir. Mais il y a d'autres effets de composition. Le film, comme ça, a l'air d'être un peu genre on va capter le mec dans le décor. Mais des fois, il y a des choses sacrément travaillées. Et notre héros, eh bien, il est complètement nu. Il a une espèce de pagne. On dirait un slip de bain. Mais oui, il a un pagne. C'est un slip moderne, on va dire, hein. C'est un slip moderne. C'est pas vraiment le pagne qu'on pourrait trouver dans ce genre de village. Mais le mec, il est tout seul et il est tout nu. Et si je puis me permettre, c'est hard, hein. C'est hard parce que le mec, il est tout seul, c'est-à-dire qu'il n'a rien pour l'aider et il doit essayer de survivre. Il mange un escargot géant, il le mange vraiment, hein. C'est assez affreux. Il est en quête d'eau sur une terre de feu où tout est sec, je veux dire par là, c'est vraiment, il n'y a rien qui pousse, quoi. À part des baies, et encore il n'est pas sûr que ce soit comestible, donc il les essaye, il vomit, enfin voilà, c'est terrible, c'est hard. La dureté de la survie n'est pas évidente pour cet homme-là. L'homme doit plutôt retrouver sa nature, en se reconnectant à la nature. Il lui reste son anneau de mariage peut-être. On suggère par cet anneau qu'une personne l'attend quelque part, donc ça donne des motivations au personnage pour survivre. On sait très peu de choses sur lui ou sur les autres personnages, hein. On ne connaît pas leur passé, on juge leurs actions présentes pour avoir de l'intérêt à aller ou le suivre, celui-ci. Dans le cadre de ce film-ci, il n'y a que lui qui aurait intérêt à avoir un passé, l'homme blanc. Mais on préfère se concentrer sur le présent. Mais rien que cette indication de cet anneau, c'est plutôt une bonne chose.
D'après les notes de IMDb, Wilde était malade pendant le tournage et ça se sent dans certains plans où il est vraiment pas bien, donc il joue pas l'homme fatigué, l'homme exténué, il est vraiment exténué, fatigué, et en plus je pense que là-bas il faisait pas froid, donc ça devait vraiment pas être évident. Il y a eu même un petit accident puisqu'il y avait un moment un python qui engageait un lézard, il y avait un combat entre ces deux animaux, et Wilde a voulu sauver le lézard, mais le lézard il s'est retourné, il l'a mordu. Donc il a tout gagné, l'équipe a tué le lézard et lui il est allé à l'hôpital. Mon Dieu, j'ai pas eu la confirmation comme quoi ça s'était vraiment passé, mais je l'ai eu dans plusieurs endroits cette anecdote et je l'ai trouvé sur IMDb. Je suppose qu'IMDb a de bonnes sources, mais on ne sait jamais puisque rien n'est marqué. Il est autant le prédateur quand il s'agit de se nourrir que la proie pour les autres chasseurs. Il court jusqu'à l'épuisement. Il y a des moments où on a l'impression qu'il va nous claquer à l'écran. Après, c'est un peu la même course-poursuite. Il se cache dans les décors, les autres le poussent dans ses retranchements, mais il n'y a uniquement que le décor, l'environnement qui change. C'est un film avec peu de paroles, tout se passe par le geste, dans une poursuite où c'est la loi du plus fort. Le problème, c'est que l'homme blanc domine tout, alors que c'est évident qu'il ne pourra pas survivre dans la vraie vie contre des chasseurs expérimentés. Là, les chasseurs, ils sont un peu concons, faut dire ce qui est. Mais là, je rejoins totalement le propos tenu par Roger Ebert en 67 quand il a vu le film. Vous savez, c'est mon pote Roger, tout le monde le connaît. Il dit qu'il y a une véritable différence entre ce qui se serait passé dans la vraie vie et ce qui se passe dans le film. L'homme civilisé serait vraiment apte à les mener en bateau? Je ne crois pas. Ou à les tuer carrément, des chasseurs d'une tribu expérimentée depuis plusieurs générations. Il aurait été mort avant même d'avoir terminé sa première course. Donc il parle vraiment, Roger Ebert, dans sa critique, de pure fantaisie. Il est un peu déçu que ça se passe trop bien du côté de l'homme blanc. C'est ce qu'il regrette pour le film. Il y a très peu d'humour, mais il y en a un petit peu par moment. Il court après une dinde, c'est à mourir de rire parce qu'il est tout énervé avec une lance pour essayer de trouver la dinde et la dinde elle part mais avec une vitesse et lui il court derrière. C'est vraiment, ce sont des gags, ce sont des mèmes internet, vraiment c'est marrant. Et il y a un autre passage qui m'a bien fait marrer, c'est un moment genre il a plus une goutte d'eau dans le corps et tout d'un coup il voit un petit étang, il se jette dessus en poussant des cris comme un vieux fou, mais vous savez le fou, le mec dément. Et après le réalisateur, donc le même gars, il l'a enchaîné avec un plan d'une girafe qui tourne la tête en mode mais qu'est-ce qu'il a ce fou. Ah mais le plan de la girafe c'était magnifique, alors que c'est juste ils ont pris un plan d'une girafe comme ça quoi, qui se tourne vers la caméra, mais alors là ça donnait l'impression que la girafe elle regardait le mec en train de devenir malade et la girafe elle se dit oh putain je crois que je vais me barrer parce que là c'est le mec il fait peur. Voilà, je trouve que c'est aussi une idée de montage sur du stock footage qui est super amusant. Bien sûr, stock footage, vous pouvez bien penser qu'ils n'ont pas filmé à chaque fois les animaux dans le film, ils ont regardé des plans de documentaires ou simplement d'animaux qui ont été filmés là-bas et ont essayé de les insérer pour donner de la vie à l'Afrique dépeinte dans le film. Ça donne plus de crédibilité à l'environnement, même si les plans n'ont pas les mêmes teintes ou le même grain, puisqu'il ne s'agit peut-être pas de la même pellicule que pour une pellicule de cinéma, mais il s'agit là vraiment de stock footage, comme on l'a aussi beaucoup dans des westerns bas budget. Mais ici, ce film, il n'a pas beaucoup de budget, il a fait ce qu'il pouvait. D'ailleurs, je crois bien me souvenir que dans Les Aventuriers du Kilimandjaro, il y a eu aussi du stock footage, comme quoi les films se rejoignent, ça coûte quand même très cher d'aller tourner en Afrique et de trouver les endroits où on peut filmer tous ces lions et ces serpents, ces zèbres et tout le bazar, donc ça coûte de l'argent. Il y en a qui l'ont déjà fait avant, ça a été capté, donc les mecs en ont profité et c'est peut-être bien comme ça. Je reviens encore une dernière fois sur cette idée d'humanité, puisqu'il rencontre une fille pendant qu'il sauve le village, il la perd un peu de vue et après se fait sauver par elle. Il fait un petit bout de chemin avec elle, ce qui lui donne
une respiration au film. L'homme essaye de s'adapter à la fille pour communiquer, pour être bien perçu par elle. On voit que l'homme peut changer, il aura toujours de la compassion, de la dignité également. Il laisse d'ailleurs la fille partir alors que son village a été réduit en cendres et que les gens de son village ont été capturés. Donc plutôt que la forcer à aller avec lui vers le fort des Blancs, donc il préfère la laisser, quitte à ce qu'elle se fasse peut-être attraper ou tuer, ce qui est dans un sens pas logique du tout, mais il préfère respecter la décision de cette fille qui sait sûrement mieux se débrouiller dans la nature que lui, que plutôt lui forcer la main. Et ça, c'est plutôt un gage de compassion et de respect. Le film fut principalement tourné en Rhodésie du Sud, actuel Zimbabwe, donc ce n'est pas un film de studio. Or, s'il y a du studio, ça ne se voit pas. C'est plutôt fortiche à ce niveau-là. L'environnement est superbe, il y a de très belles couleurs, il y a une belle utilisation du cinémascope pour les larges décors. Le décor s'y prête vraiment. Le soleil est éclatant, brûlant sur les plaines. Il y a une domination de la couleur jaune dans le film, je trouve. On est vraiment sur un décor sec. Un mélange entre images d'archives, de stock footage, comme je vous le disais, et images du film. Alors, je n'ai pas vu les autres films de Wilde, donc je ne pourrais pas faire forcément des rapports s'il a été motivé par certaines thématiques qui se verraient dans ce film. Mais là, on voit que cet acteur peut être aussi un bon réalisateur, par le choix de ne pas trop être spectaculaire, d'être minimaliste. Le budget est limité bien entendu, mais on aurait pu faire quelque chose de plus démonstratif. C'est un réalisateur compétent qui a su trouver le ton de son histoire, une simplicité du découpage et de la mise en scène. Aujourd'hui, tout est tellement lourd, travaillé, artificiel, maniéré, sophistiqué. Ici, on revient à une mise en scène plus simple sur le regard. Et ça, c'est remarquable. Et ça fait beaucoup de bien de se décharger de grosses productions hollywoodiennes où tout pète avec beaucoup de CGI et revenir à quelque chose de plus primitif. C'est primitif, mais il faut faire quand même gaffe, il faut préparer les séquences. Par exemple, il y a la scène d'embuscade du groupe, c'est compliqué parce qu'il y avait beaucoup de lances de la part des attaquants. Et les lances, c'était de véritables lances, donc il fallait aussi trouver des armes qui fassent pas trop mal, et donc ils avaient des espèces de petites matraques avec des bouts en rond pour pas que ça fasse trop mal, en même temps que certaines lances. Donc quand il y a eu des lancers de lances, et bien là il y a eu des membres de l'équipe technique qui ont été un petit peu blessés, donc il y a eu quand même des précautions qui ont été faites. Il y a aussi des choses plus ambitieuses, déjà tourner en forêt. Il faut faire venir l'équipe technique, tourner dans la savane où tout peut brûler à tout instant. D'ailleurs, il y a une portion de la forêt qui est brûlée, donc il faut aménager cette portion pour pas que le feu se propage et brûle la moitié de l'Afrique. Donc il faut aussi s'arranger pour que cela soit maîtrisé, et ça c'est un travail et un savoir-faire à avoir. Et du coup là, ça rend peut-être le film un peu artificiel, mais en attendant, c'est efficace et travaillé. Il y a aussi un plan, quand je vous disais qu'il y avait un effort de composition, il y a un plan aussi qui m'a un peu surpris, c'est un plan où il est vraiment exténué. Il n'en peut plus et il s'arrête. Il y a une branche qui lui fait face à la verticale dans le plan, donc ça forme une première barrière, et il pose sa lance de l'autre côté, donc derrière lui, et qui forme une autre barre. Donc il est entouré par un cadre entre la branche et sa lance, et ça fait un double cadre. Donc le mec est complètement emprisonné par les lieux et aussi par sa condition. Il y a beaucoup de plans généraux sur le décor, sur les animaux aussi. Quand il y a les éléphants qui chargent, il y a un plan avec des éléphants qui chargent. C'est super impressionnant. On tue des éléphants dans le film. Les mecs viennent pour ça, pour le safari. Mais c'est pas un safari qui regarde, c'est un safari actif. Et on les éventre. Et il y a après un plan général assez impressionnant où on a un Africain qui sort, je déconne pas, qui sort du ventre de l'éléphant avec des morceaux de viande qu'il pose comme ça à côté. Donc c'est graphique. Ça c'est graphique, je vous préviens, c'est pas très beau. Comparé au plan fake de sang, vous savez ce sang artificiel des années 60, beaucoup trop rouge, auquel on ne croit pas du tout et qui cerne un peu le film. En tout cas, si c'était du fake, c'était vachement bien fait l'éléphant, mais je pense pas que ce soit du fake. Généralement, la violence, elle est hors champ. Elle ne nous est pas montrée en face, mais elle nous est fortement suggérée. Il y a un travail sur la profondeur de champ pour montrer, par exemple, où se situe
le poursuivi par rapport au poursuivant, où se situe l'homme blanc par rapport au chasseur. Il y a un travail également sur les inserts, montrer quelques morceaux de la vie dans la savane. Par exemple, il y a un plan que j'aime beaucoup, c'est un de mes plans préférés dans le film. C'est un plan où il y a un caméléon qui passe d'une branche à une autre et qui essaye d'attraper la branche, mais il essaye. Tend la main, mais il est avec ces espèces de petites pattes ventouses là, il essaie d'attraper la branche en face, mais il a du mal et on sent qu'il galère comme un fou. C'est plutôt agréable à regarder. Il y a aussi le crapaud qui mange un autre crapaud. C'est absolument affreux à voir, mais je pense que c'est plutôt un énorme crapaud qui mange une grenouille. Et c'est pas très beau à voir ce passage-là, ça fait un petit peu peur. C'est là où je vous disais que c'est vraiment la loi du plus fort. Là, c'est vraiment montré la petite grenouille toute gentille et hop, le grand crapaud l'avale. Oh. Donc, c'est un film basé beaucoup sur le regard, puisque ces inserts-là nous indiquent aussi que c'est probablement le héros qui regarde tout ça. En même temps, de montrer qu'il y a de la vie pendant que le héros est en train de dormir, par exemple. Mais il faut montrer qu'il y a une vie autour de ce héros qui n'est pas chez lui, qui n'est pas dans des belles rues, mais il est vraiment dans un endroit où on ne peut pas s'installer comme ça et penser que tout va bien se passer. Il y a une fragilité physique qui s'installe chez le héros. Déjà de sa mauvaise condition physique, puisqu'il a été meurtri, une fragilité psychologique. Et tout ça amène à une situation de tension qui s'installe, qui est agréable. On ne sait pas s'il va survivre, et on va dire s'il survit, on ne sait pas s'il va être rattrapé par les chasseurs. Donc il y a double conflit, double enjeu par rapport à l'environnement et par rapport aux autres chasseurs, qui cernent le héros. Il est vraiment sous pression et c'est plutôt agréable de le voir. Le côté minimaliste de la production ne s'arrête pas simplement au visuel, il y a aussi le son, puisque la musique est particulière, elle est agréable. Généralement, il y a une absence de musique, donc on travaille l'ambiance sonore du film, on met de l'ambiance du décor, mais la musique apparaît par moments par des percussions de tam-tam, de tambours tribaux et de chants pour les émotions, le chant au début du film pour donner l'impulsion du voyage et après les percussions tribales dont le rythme varie en fonction de la scène. Et il y a une séquence en montage alterné qui illustre tout à fait ça. On a l'homme qui est complètement abattu et le rythme est très très lent. Tom, tom, tom. Voilà. Et le plan suivant, on a les chasseurs qui courent comme des dératés. Là, c'est tom 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 tom. Donc voilà, moi je trouve vraiment ce travail de percussion instaure le rythme, même si les plans sont longs et sont pas très découpés, instaure le rythme et la palpitation pour le spectateur. Ça instaure le suspense par une musique très très simple. Et ça, c'est un tour de force qui est plutôt bienvenu pour cette production minimaliste. C'est un film à petit budget, mais qui arrive à utiliser sa faiblesse de coût pour une force, et on laisse le décor et l'ambiance sonore faire le reste. Et c'est cette pureté, cette simplicité qui est appréciable. Et en cela, moi je lui mettrais un bon 14 sur 20. Je dirais même, allez, on va mettre un 14,5 sur 20. Attention, un demi-point. Mais c'est vraiment un film qui est à découvrir, qui est qualitatif, dans un rythme aussi qui va peut-être vous perdre un petit peu, mais qui est à saluer. Je dirais que le film est moderne parce qu'il utilise des décors naturels, mais c'est difficile à dire parce que le film a aussi une grammaire qui est très limitée, mais je pense que c'est un film qui a été fait en mesurant bien son potentiel et son budget. C'est pas fait par un manche qui, voilà, fait un peu n'importe quoi avec. Écoutez, moi je vous le conseille. Mais j'ai terminé la critique, c'est encore une critique qui durera des plombs, j'en suis désolé, mais voilà, il faut évoquer quand même quelque chose dans le film, il ne faut pas seulement rester en surface. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous donnera envie de regarder le film. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Quant à moi, eh bien, je rends l'antenne, je vous remercie de m'avoir écouté, de me soutenir, ça fait vraiment très plaisir, merci beaucoup. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!